Bonjour tout le monde. En pleine Olympiade, on a différentes polémiques, différentes controverses. Je vais m'arrêter sur celle qui me semble être un bon point de départ pour s'interroger sur ce que sont les concepts flous. C'est le cas de cette boxeuse, Iman Khelif, qui est hors norme. Elle est très forte, elle est trop forte et certains considèrent qu'elle ne ressemble pas assez à une femme, elle ressemble trop à un homme. Et donc c'est injuste qu'elle puisse faire de la boxe avec des femmes. Je précise que moi je ne connais pas cette personne, je ne connais pas son intimité, je ne sais pas quels sont ses chromosomes, quels sont ses gamètes, et vous non plus. Je n'ai pas accès à son taux de testostérone, peut-être que ce sera une question qui va être soulevée, mais je m'en fous. En tout cas, elle n'est même pas trans. La question de savoir si des femmes trans ont des personnes nées assignées mâles à la naissance et puis qui s'identifient comme femmes et qui font une transition et qui après rentrent dans des catégories sportives normalement réservées à des femmes qui sont nées femmes, c'est un vrai casse-tête, c'est un vrai problème et j'ai pas la réponse. Mais pour Iman Khelif, là on est dans une situation qui est quand même beaucoup plus claire, c'est une femme. Et bien même comme ça, on a des gens qui considèrent que c'est pas une vraie femme. Et j'ai envie de dire que quand on voit ce type de réaction-là, c'est fort intéressant parce que ça rappelle que définir une femme ou un homme, c'est pas si facile que ça. On a beaucoup de gens dans les discussions autour de tout ce qui est transidentité qui considèrent que les personnes qui transitionnent n'acquièrent pas le genre d'arrivée et doivent conserver leur genre de départ. Donc si elles sont nées femmes, elles doivent rester femmes. Et cette Iman Khelif qui est née femme, les mêmes personnes, une partie des mêmes personnes disent non, mais c'est pas une vraie femme en fait. Donc visiblement les critères pour que les gens soient des hommes ou des femmes changent en fonction de ce qui arrange les personnes en face. Moi je vous dis pas ce qui m'arrange, je vous dis que si on veut être un peu zététique, faire de l'art du doute et éviter d'être trop sûr de soi et surtout essentialiste, alors on doit se méfier des catégories avec lesquelles on veut lire les choses. Et donc moi j'ai pas de solution. Si vous voulez avoir des compétitions sportives, avoir des JO où on a une palanquée de sportifs différents, des profils différents, des apparences différentes pour que les sportifs ressemblent aux gens qui pratiquent leur sport, pour qu'on leur donne envie. Il y a tout un message autour de ça. Et les Jeux Olympiques, c'est une construction culturelle où on établit des critères pour que des gens puissent ou ne puissent pas rentrer dans des compétitions de manière à ce que, à la fin, les champions aient telle ou telle apparence. On pourrait décider qu'il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de critères, c'est open bar et tout le monde peut concourir à toutes les compétitions. Et ce qu'on verrait se produire alors, c'est que même s'il y a des femmes talentueuses, très fortes, techniques, intelligentes et bien meilleures que moi, statistiquement, elles disparaîtraient du paysage. Parce qu'il y a un avantage physiologique, anatomique, à être un homme, à avoir de la testostérone, etc., par rapport aux personnes qui n'ont pas ces caractères-là. Et donc, le risque, si on retire tous les critères, c'est que tous les champions se ressemblent. Et je m'en fous. Mon problème n'est pas là. Je suis indifférent à ce résultat. On peut considérer que c'est une bonne chose ou que c'est mauvais. En tout cas, c'est le résultat qu'on aurait obtenu. On a fait le choix, quand je dis on, c'est les instances, c'est les gens qui dirigent les groupes, comment le sport est pratiqué et comment les compétitions sont organisées dans le monde entier. On fait des catégories et on utilise des critères. Quand on dit que pour tel combat, c'est la catégorie des moins de 100 kg, on fait un choix où tout le monde comprend bien que c'est arbitraire. On aurait pu choisir 61 kg, 91 kg. Non, on choisit des controns comme ça. Et puis les sportifs le savent et doivent faire avec et doivent s'entraîner pour passer au-dessus ou en dessous de la barre fatidique du poids limite. Bon, c'est arbitraire et on le sait. Et puisqu'on sait que c'est arbitraire, je suppose que ça évite d'avoir des idées fausses dans la tête. On comprend bien que on met les gens dans des catégories pour voir un peu comment la technique permet aux uns et aux autres de s'en sortir. Je ne sache pas qu'on est choqué quand des basketteurs dépassent 2,20 m. C'est beaucoup, 2,10 m. Des sportifs, des basketteurs extrêmement grands, bien plus grands que la moyenne, c'est devenu la norme dans ce sport. Ce type d'apparence-là, ces corps-là, ont tellement d'avantages
qui sont recrutés et qui sont médaillés et qui sont champions. Et ils sont meilleurs par rapport aux exigences que ce sport-là attend d'eux. Les marathoniens n'ont pas le même profil, hein. Les sprinteurs non plus. Bon. Mais on a décidé aussi de séparer les hommes et les femmes pour pouvoir avoir des championnes. Dans la plupart des sports, ce sont des hommes qui ont le plus d'avantages. D'abord parce que les champions déjà sont hors normes, ce sont des individus qui sont hors normes d'un point de vue de leur génétique, de leur histoire, voilà. Donc tout le monde ne peut pas être champion olympique, c'est pas vrai. Quand on est une femme, le problème c'est qu'on va avoir des tas d'hommes qui vont concourir et qui risquent de remporter la médaille. Donc on a créé des catégories pour les femmes. Je n'ai rien contre, mais ça veut dire qu'il faut qu'on établisse un critère qui permette d'éliminer de ce groupe-là les gens qui ne rentrent pas dans cette catégorie qu'on a inventée pour éliminer l'avantage écrasant d'avoir un corps masculin dans ces compétitions. Et donc on a établi le critère homme-femme et on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Et maintenant on est en train d'évaluer l'idée de peut-être mettre un critère, une limite au taux de testostérone. Ce serait ça le critère pour entrer ou pas dans la catégorie des femmes. Et donc pour être une femme, il faudrait ne pas avoir plus de temps de testostérone. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais en tout cas, si vous voulez avoir une catégorie femme qui est protégée contre les avantages biologiques qu'on considère comme étant injustes dans ce cas-là, alors il faut accepter d'avoir des critères qui sont des critères arbitraires et qui ne sont pas des critères qui permettent de séparer un homme et une femme dans la vie quotidienne. La catégorie femme dans le sport, peut-être qu'elle mériterait d'avoir un nom différent parce que ce n'est pas la même chose que la catégorie femme dans la vie de tous les jours. C'est quoi un homme, c'est quoi une femme ? Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui m'a valu beaucoup de... Les gens se sont mis beaucoup en colère. Regardez-la avec distance, avec recul. Ne croyez pas que je vais vous imposer ma définition. Je suis là en tant que zététicien en train de vous dire nos définitions sont fausses. Tous les concepts que nous utilisons pour décrire le monde sont faux. C'est quoi la limite entre un fauteuil et une chaise ? Eh bien, c'est flou. Il y a des objets que vous allez appeler fauteuil, que moi je vais appeler chaise. Et inversement, entre un tabouret et une table. Et bien, entre un homme et une femme, c'est pareil. Il y a un ensemble de critères qui font que, parfois, au milieu, c'est flou. Tous les concepts que nous utilisons pour décrire le monde réel autour de nous sont des concepts qui, sur les bords, ne marchent plus tellement. C'est pas grave, parce que la plupart des objets sont assez proches du milieu pour qu'on puisse décider. Mais quand les objets dont nous parlons sont des êtres humains, des personnes, les traiter comme des objets, c'est pas forcément la chose à faire. En tant qu'humaniste, ça me gêne, et donc on va pas les traiter comme ça, on va s'intéresser à comment les personnes se situent elles-mêmes par rapport aux critères qu'on a évalués. Et dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on fait. Dans la vie de tous les jours, lorsque on a quelqu'un qui, qui est un peu androgyne, ou qui pour X raisons, au niveau de sa voix, on ne sait pas comment la placer, du côté des hommes ou du côté des femmes, et pour la plupart d'entre nous, c'est important de savoir si quelqu'un est un homme ou une femme. On a été construit comme ça socialement pour ranger les gens, donc on est un peu mal à l'aise. Et bien on demande, on dit pardon, est-ce que c'est monsieur, est-ce que c'est madame ? Et puis quand on a la réponse, quand la personne nous dit moi c'est madame, on l'appelle madame. Et il n'y a que des gros connards qui appelleraient monsieur, quelqu'un qui veut qu'on l'appelle madame, et inversement, bien sûr. Mais dans le sport, le but c'est pas d'être poli avec les gens, d'être gentil, c'est d'établir des critères pour des raisons qui correspondent à la politique des instances sportives qui veulent que le sport ressemble à telle chose, que la pratique ressemble à telle chose, et que les champions aient telle ou telle apparence. Et comme c'est construit, et qu'on met des critères, qu'on a des cases, vous êtes foutus, parce que vos cases, elles n'existent pas. Ce sont des inventions humaines, avec des critères arbitraires, qui essayent de trier des gens qui existent dans un continuum. Vous aurez forcément des gens qui sont à la limite, qui sont sur le bord de votre grille, et qui vont être traités injustement par votre grille de lecture, parce que vous leur empêchez d'être dans une catégorie où elles estiment qu'elles ont leur place. Je n'ai pas de solution à ça. Donc, ne nous engueulons pas. Vous avez votre manière de définir ce qui est un homme et ce qui est une femme. Je n'ai pas le droit de vous dire qu'elle est mauvaise,
mais vous n'avez pas le droit de l'imposer à tout le monde. Le monde peut fonctionner très très bien en conservant les catégories qu'on utilise, dès l'instant qu'on se rappelle que ces catégories ne sont pas naturelles, mais qu'elles sont construites, et donc qu'il faut tenir compte de la manière dont les gens, qui sont des agents, qui sont des individus, veulent qu'on les traite. Et ben moi, je n'ai pas de réponse donc, pour cette boxeuse qui, me semble-t-il, selon les propres critères des pires transphobes qui râlent contre les sportifs et athlètes trans, correspond parfaitement à ce qu'est une femme pour ces personnes, et donc il n'y a aucune raison de la retirer de ce groupe-là. Mais peut-être que, et c'est peut-être pire, et c'est là où moi, c'est ce qui m'a un petit peu fait dresser les cheveux sur la tête, j'ai l'impression qu'il y a cette réaction-là parce que on considère que les femmes sont une catégorie qui, par essence, par définition, est génétiquement, anatomiquement défavorisée. C'est une seconde classe, ce sont des gens qui sont inférieurs. Et donc quand on a une boxeuse qui est tellement bonne que, techniquement, apparemment, elle est forte, elle semble transcender sa nature, si elle existe cette nature, de femme, et donc c'est injuste pour les autres êtres inférieurs que sont les femmes, que cet individu-là, qui ressemble davantage aux êtres supérieurs que sont les hommes, puissent concourir dans cette catégorie. Et ça, c'est du sexisme. Considérer qu'on a un groupe qui est supérieur à l'autre, c'est du sexisme, et ça ressemble vraiment à ça, et j'ai l'impression que les gens le font sans se rendre compte de ce que ça veut dire, de ce que ça implique. Au-delà du sport, ce qui me laisse, moi, totalement indifférent, il y a la question de comment on dicte aux gens à quoi ils doivent ressembler et quelles valeurs on peut leur attribuer en fonction de la catégorie à laquelle on les a assignés. Et ça, le remède à ça peut être de prendre du recul, de tranquillement, sereinement, se rappeler que les catégories avec lesquelles nous pensons le monde sont construites. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais qu'elles sont construites. Et donc, puisqu'elles sont construites, elles ne s'imposent pas à nous. On peut les faire évoluer, on peut les modifier, on peut les repenser. Et peut-être que, vous verrez, dans 20, 30, 40, 50 ans, on regardera la question du genre avec beaucoup plus de sérénité, de tranquillité, et on regardera l'époque à laquelle on est comme étant un peu barbare, quoi. Y a plein de choses qu'on n'a pas comprises par rapport à ces questions. L'alternative est féconde, écoutez un peu le point de vue des autres, l'autre n'a pas forcément tort. Et sur ces questions-là, si vous êtes absolument sûr à 100% que votre avis est le bon et qu'il doit s'imposer aux autres, je suis là pour vous dire, c'est mon rôle en tant que zététicien, que ça ne sent pas très bon. Ça n'est pas très bon signe. Sur cette question-là en particulier, de catégorisation, si vous n'avez pas de gros doutes sur la manière dont ça fonctionne, vous faites sans doute partie du problème. Et donc je vous souhaite d'avoir envie de faire partie de la solution. Merci pour votre écoute de ce vlog un peu décousu fait sur le pouce. Laissez vos commentaires. Même si vous êtes en désaccord avec moi, ça m'intéresse. Ne m'insultez pas. Il y a de fortes chances qu'il y ait des nuances utiles que vous puissiez apporter. Faites-le sereinement dans les commentaires. Ne vous engueulez pas les uns les autres. N'insultez pas les gens, même s'ils vous paraissent extrêmes et désagréables. Répondez-leur avec des données, avec des sources. Alors, il n'y a pas de lien parce que YouTube est chiant, mais mettez le titre d'un article, etc. Incitez les gens à aller la regarder. Le genre est un exemple parfait pour se rendre compte qu'on a besoin de prendre davantage de recul avec notre grille de lecture du monde. Si la zététique ne sert pas à ça, je ne sais pas à quoi elle sert, chers amis. Donc, faisons cet effort. Je vous embrasse, je suis sur votre truc, et à très bientôt.